Merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Regard croisé. Près de 200 établissements d'enseignement privé non conformes, en tout cas non conformes, déclarés par le ministre de l'Éducation nationale. C'est la thématique qui va occuper nos regards ce soir. Pour l'aborder, nos invités, ils sont trois. Le premier, il est M. Abdallah Yattara, il est conseiller communal et cadre du parti Yelema. Monsieur le maire, merci d'être sur ce plateau. Merci, monsieur Sidibé. Je crois que tous les plaisirs pour moi de retrouver ce plateau. Et salut à tous les spectateurs de Renouveau et à mon collaborateur ici. Comme vous pouvez le constater à l'écran, notre deuxième invité est monsieur Amadou O Diallo. Il est journaliste. Monsieur Diallo, merci d'être avec nous. Le plaisir est partagé. Je vous salue et je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Renouveau. Et profitez pour dire bonsoir à tous les Maliens. Le troisième invité va incessamment nous rejoindre autour de ce plateau. Il s'agit de monsieur Abdoul Kassoum Touré. Il est promoteur d'école, encore une fois. Bienvenue à toutes et à tous. Avant d'arriver à la thématique principale, la liste des nouveaux membres du CNT a été publiée ce vendredi après la publication du décret signé par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Qu'en pensent nos invités? Nous allons poser la question d'abord à M. Amadou O Diallo. Amadou, finalement, la liste tant attendue a été finalement publiée. Comment vous avez accueilli cette liste? Bon, je pense que c'était, comme vous l'avez dit, c'était attendu. Oui. Ça avait été annoncé par les ANR de mettre un peu en conformité le CNT avec l'ancien Parlement qui est 147. Oui. Donc je crois que c'était une harmonisation. Bon, maintenant, moi je pense que la forme c'est pas mal, mais c'est le contenu qu'on peut peut-être regarder. Le contenu, c'est la composition, oui. C'est toujours je crois que c'est classique, hein, c'est la même formule, oui, qui a été adoptée pour la constitution du premier CNT, et aussi cela a été la même formule pour cette CNT deuxième saison, si, oui, je peux dire, oui, ainsi. Donc c'est toujours les associations, les partis politiques, les regroupements qui ont fourni des membres, disons des délégués pour être désignés par le président de la transition par un décret. Oui. Donc moi je pense que bon, on va suivre, oui, on va suivre. Et le budget avait été adopté et revu, oui, en conséquence par rapport au renouvellement, disons au remembrement. Oui. Donc je pense que on va suivre dans les débats. D'accord. Monsieur le maire, déjà, comment vous avez accueilli cette publication des listes des nouveaux membres du CNT? Bon, je crois que c'était le seul élément qui manquait pour arrimer le CNT à l'ancienne Assemblée nationale. Et je crois que de 121, on est venu à 147. Oui. Moi, je me pose maintenant la question, très honnêtement, où est la refondation? Et je crois après la nouvelle loi électorale, qui a été complètement charcutée de 92 amendements, oui, parce que tout simplement l'ancienne constitution, la constitution en cours existait. Donc je crois qu'on ne peut pas refonder très honnêtement ces pays tant qu'on a l'ancienne constitution en cours. Il fallait la suspendre ou il fallait dissoudre la constitution pour pouvoir entamer une véritable refondation. Vous n'étiez pas pour un rallongement de la liste des membres du CNT? Ça ne s'imposait pas. Oui. Ça ne s'imposait pas. Pourtant, au regard des objectifs. C'était une recommandation des assises nationales. Des assises nationales et même de la nouvelle charte qui a été validée, charte 2, c'était dans ça. Mais je crois que ça ne s'imposait pas très honnêtement. 121, on pouvait finir la transition avec ça. Et je crois que je reviens encore, vous m'avez un peu coupé. Oui. Et je disais aussi qu'on nous a fait avaler au départ aussi un plan d'action gouvernemental de plus de 2050 milliards équivalent au budget d'État. Oui. Je me demande franchement où est la refondation. Et je crois qu'il va falloir vraiment que l'actuel gouvernement, le président de la transition, essaie de voir qu'on parte à l'essentiel. Mais le coup est déjà parti. C'est une recommandation des assises, comme vous l'avez dit. C'est aussi un point de la charte 2. Et je crois qu'on va aller malgré.
Monsieur Touré, merci de nous rejoindre autour de ce plateau. Merci bien. On parlait justement de la publication de la liste des nouveaux membres du CNT. Quelle est la réaction à votre niveau? Par rapport à ça, Oui. moi je me réserve parce que je suis un homme politique. Oui. Je n'apprécie pas vraiment. Le CNT, c'est quand même l'épicentre de la politique. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais nous savons très bien que la légitimité, là, c'est des débats à part. Mais ce n'est pas un suffrage qui les a amenés. Oui. Donc, ils ont été choisis, nommés, etc., avec des missions spécifiques. Oui. Donc, on est dans une situation exceptionnelle, ce qui fait qu'il y a des mesures exceptionnelles. Et ça, c'est accepté de tout le monde, avec toute la considération requise. D'accord. On l'annonçait tout à l'heure, plus de 400 établissements d'enseignement privé non fonctionnels et illégaux découverts. L'annonce a été faite en tout cas en milieu de semaine par le ministre de l'Éducation nationale après une enquête réalisée par son département dans le cadre de la mobilisation, de la moralisation et la transparence dans le secteur de l'enseignement. Et depuis, chacun y va de son commentaire. Monsieur Diallo, vous êtes journaliste. Comment comprendre encore un nouveau scandale? Oui, un nouveau et ancien scandale. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Déjà, il faut rappeler, le ministère de l'Enseignement supérieur avait déjà décelé des universités qui ne sont pas en conformité avec la réglementation. Oui. Et je crois que ces universités-là ont été fermées. En tout cas, à ce que je sache, elles ont été suspendues. Donc, du coup, il fallait s'attendre qu'au niveau aussi de l'enseignement fondamental et secondaire, que forcément, il va y avoir ce genre de situation. Mais les conditions même de création des écoles font que forcément, il faut s'attendre à des dérives comme ça. Parce que ce que je sais, c'est que pendant les réformes, c'est-à-dire les réformes des années 90 qui ont ouvert l'école, en tout cas les ventes de l'école au secteur privé, on a tellement facilité les procédures de création d'écoles. Donc, et puis tout le monde pouvait se permettre de créer des écoles. Il y a des promoteurs qui sont des opérateurs économiques, des opérateurs, disons, des promoteurs qui sont même des étrangers. Alors, donc, le secteur gît dans une telle désorganisation qu'il faille s'attendre à ce genre de travers. Okay, voilà. Monsieur Boulkassoum, on pouvait s'attendre à un tel travers? Bon, moi je ne saurais pas dire ça, parce que je serais beaucoup plus à l'aise si j'avais devant moi quand même quelqu'un de l'éducation. Oui. Parce que quand on veut parler d'un problème, là, il faut que les vrais acteurs soient autour de la table pour discuter avec vous. Parce que l'éducation est un secteur très sensible. C'est un secteur de souveraineté nationale et c'est un pouvoir régalien de l'État. Donc l'école est dans un cadre statutaire où tout est normé. Donc c'est l'application des textes. Quand ça fait défaut, il y a des dérives. Ça c'est évident. Sinon les textes sont tellement bien élaborés que quand on respecte cette réglementation, ce qu'on est en train d'annoncer aujourd'hui ou ce qu'on est en train de vivre ne doit pas arriver. Mais quand les textes ne sont pas bien appliqués, il y a des dérives. Et naturellement, des situations comme ça, là, même si... On doit s'en accommoder? Non. Vous qui êtes promoteur d'école et président d'une faîtière des écoles privées... Moi, je suis secrétaire général de l'association des écoles privées agréées du Mali, AEPAM. Et nous sommes dans ce combat depuis très longtemps. Parce que lors de notre dernier congrès, les résolutions qui ont été votées, il y a la moralisation du secteur privé de l'éducation, la délivrance des actes administratifs. Ça fait partie. Donc depuis cette période, tous les ministres qui se sont succédés à la tête de notre département, nous les avons donné copie de notre résolution et nous avons demandé avec véhémence qu'on aille à cette moralisation. Et donc si c'est madame qui arrive à prendre ce bâton-là en main, nous pouvons dire que vraiment elle s'inscrit dans une dynamique
qui faisait partie de nos soucis. Okay. Et donc la soutenir ou l'accompagner dans ce sens-là, vraiment ne fera pas défaut. 400 établissements d'enseignement privés non conformes. Comment comprendre le phénomène? Bon, je crois qu'il faut les... On peut quand même parler de phénomène. Oui, il faut catégoriser le nombre en deux groupes. Oui. Et il y a d'abord un groupe de 253 établissements et qui ne fonctionnent pas, qu'on qualifie qui ne fonctionnent pas, selon les renseignements que j'ai pris, non fonctionnels, fermés ou en difficulté. Et un second groupe de 250 qui ne bénéficient pas de l'ouverture, de la bonne ouverture, c'est-à-dire dont les documents administratifs ne sont pas au complet. D'accord. Donc il faut essayer de les classer dans ces deux catégories-là. Mais le problème aussi, c'est tu sais à quel niveau en réalité. Parce que comme quand on connaît la procédure des orientations, après les résultats, c'est l'inspection générale de l'enseignement qui envoie la liste des écoles éligibles au niveau de la cellule de planification et des statistiques, et qui se regroupe avec la direction de l'enseignement technique professionnel et la direction de l'enseignement secondaire général pour pouvoir faire les orientations. Maintenant, c'est pour a été découvert où, à quel niveau, au niveau de l'inspection générale de l'enseignement ou au niveau de la cellule de planification qui s'est fait entourer par la direction de l'enseignement technique professionnel ou la direction de l'enseignement secondaire général. La question se pose maintenant à ce niveau-là, à mon avis. D'accord. Amadou, quel sort réservé à ces établissements qui ne sont pas en tout cas conformes à la loi? Bon, la loi est dure, mais il faut l'appliquer. Oui. Elle est faite pour être appliquée. Ce n'est pas sorcier, c'est nous-mêmes qui élaborons les textes pour nous gouverner. Donc moi, je pense que l'appliquer ne doit pas poser le problème. Maintenant, M. Touré a dit quelque chose qui est très important. Les textes sont très beaux, mais l'application pose problème. Oui. Évidemment, ce problème a commencé depuis les années 90. Moi, je me rappelle les élèves qui épuisent leur scolarité dans les lycées publics s'arrangeaient pour pouvoir retourner sur le banc, sous le couvert de l'État, à travers les écoles, les lycées privés. On s'organisait à modifier leurs dossiers pour leur permettre de reprendre les cours normaux dans les établissements privés. Donc, depuis les années 90, depuis que l'école, les vannes, comme je dis bien, les vannes de l'école ont été ouvertes carrément au secteur privé. Donc, tous ces dégâts-là ont commencé à s'installer petit à petit. Cette situation, quand même, c'est dans tous les pays du monde. Non, la privatisation de l'école. Pas dans tous les... Non. Mais tel que c'est appliqué chez nous, c'est très mauvais, c'est très mauvais pour l'éducation. Il l'a dit, l'éducation, c'est un secteur de souveraineté de l'État. Oui. Donc, parce que tout dépend de l'éducation. Tout le problème du pays, c'est d'abord en termes d'éducation qu'il faut poser. Parce que c'est la qualité des ressources humaines qui sont appelées à gérer l'État qui est formée à ce niveau. Bon, comment on peut s'amuser avec ça? Comment on peut être attiré autant par l'argent et laisser la qualité de côté? C'est les conditions d'ouverture des écoles. Moi, je l'ai dit, c'était tellement facile. Oui. N'importe qui peut ouvrir une école au Mali. Des opérateurs économiques qui ne connaissent de rien en éducation se permettent d'ouvrir des écoles. Et c'est nombreux. D'accord. Donc, il faut appliquer la loi telle qu'elle se pose en tant que moyen de gouvernance. Il faut l'appliquer dans toute sa rigueur, à mon avis. Ok. Monsieur Touré, le manque de rigueur au niveau de l'administration en est la cause, selon Amadou Diallo? Non, je ne partage pas l'avis d'Amadou. Oui. Parce que je sais que quand on parle de l'école, tout le monde se prend pour un spécialiste de l'école. Or, tout le monde n'est pas spécialiste de l'école. Mais tout le monde est intéressé par l'école. Nous sommes tous concernés par l'école. Oui. Moi qui suis ici autour de cette table-là aujourd'hui, je suis partenaire et acteur du système éducatif. Mais il faut comprendre que la présence du privé dans le secteur de l'éducation, là, ce n'est pas venu par une heure, c'est constitutionnel. Parce que l'État seul ne peut pas. C'est vrai que c'est le pouvoir est régalien, mais l'État seul ne peut pas. Et il faut comprendre, même les pays les plus dogmatiques de la Terre ont accepté le secteur privé dans leur système éducatif. Donc c'est pour dire que ce n'est pas un plaisir accordé.
Mais l'organiser et l'encadrer fait partie quand même des missions régaliennes de l'État. Parce que les principes, les règles, les sanctions, etc., et toutes les décisions majeures, c'est eux qui ont en charge cette exécution. Donc s'il y a problème maintenant là, il faut qu'on s'interroge. Je suis d'accord que dans notre secteur, on peut rencontrer n'importe quel type de promoteur. Et nous aussi, ça fait partie de notre combat. Parce que depuis 1995, nous sommes en train de nous battre pour la professionnalisation de ce secteur-là. Ça veut dire maintenant ramener l'école aux enseignants. Donc c'est pour dire que c'est un souci qui est réel. Okay. Et c'est que Yatara a dit, je suis d'accord avec lui, quand on donne le nombre de CARSA, etc., il faut scinder. Donc il y a 2 niveaux. Il y a 250 qui ont été annoncés comme établissements fermés. Et le reste maintenant, ça c'est des établissements où les actes sont faux. Mais quand on dit un établissement est fermé, il faut chercher à savoir pourquoi cet établissement est fermé. Parce qu'il a bien dit, il y a un fichier que la CPS dispose. C'est à partir de ce toilettage-là maintenant qu'ils ont dit, voilà ce nombre d'établissements vraiment existent sur notre fichier, mais ces établissements ne sont plus fonctionnels. Donc ça veut dire qu'il faut les sortir quand même de la liste des établissements susceptibles de recevoir des élèves de l'État. Okay. Donc le reste là maintenant, là, ça c'est des vérifications maintenant là, donc du côté de madame. Et elle est dans son rôle. Donc si à partir de ces investigations, elle est arrivée à prouver qu'il y a plus de 200 établissements qui ont des actes faux, le principe de la contradiction aussi existe. Oui. Parce que dans tous les sens, il y a la présomption d'innocence. Donc quand on dit, on prouve. Donc ceux qui sont concernés sont obligés quand même de prouver leur innocence. Donc nous, on ne commente pas. On ne commente pas. On nous a appelés à une réunion, on nous a donné l'information. Et ensuite, avec la sortie de madame sur le plateau, on a suivi aussi. Donc nous aussi, nous attendons qu'on puisse mettre à jour la liste de ces établissements-là. Parce que nous sommes des organisations fêtières maintenant là, pour qu'on puisse porter ça à la connaissance de nos adhérents. D'accord. Voilà. Monsieur Yatara, est-ce qu'au nom de l'application du principe de contradictoire, est-ce qu'il ne fallait pas exécuter cette partie avant de procéder à toute, en tout cas, communication sur ce sujet qui est aussi sensible comme l'a rappelé M. Touré? Bon, vous savez, au Mali, on s'est un peu spécialisé un peu dans ce que j'appelle le sensationnel. Oui. Chacun veut se tirer la couverture de la première information, de la première découverte de la fraude. Donc on va trop sensationnel souvent sans pour autant chercher les éléments nécessaires pour pouvoir les donner. Et moi je crois que dans ces débats, il va falloir qu'on dise, je parle sous le contrôle de M. Ouboul Kassoum, les procédures d'ouverture d'un établissement public-privé. C'est très important qu'on le sache. Et à mon avis, il faut d'abord une autorisation de création, une autorisation d'ouverture, oui, et une autorisation aussi d'enseigner, comme il l'a dit, tout le monde n'est pas professionnel de l'enseignement. Et l'autorisation d'enseignement est exigée pour ceux qui ne sont pas les professionnels de l'enseignement. Donc en plus de l'autorisation de création, l'autorisation d'ouverture, il faut aussi l'autorisation d'enseignement, mais pour ceux qui ne sont pas les professionnels de l'enseignement. Il faut aussi que l'école soit jugée d'utilité publique, c'est-à-dire pas moins de 60. Pour être inscrit, il faut pas moins de 60 élèves. Il faut aussi que le programme de l'enseignement privé soit en conformité avec le programme de l'éducation publique. Oui. Donc, vous constatez un décalage à ce niveau? Non, pas de décalage. Je dis seulement les éléments, il faut que les gens soient vraiment édifiés à ce niveau-là. Donc, il faut que, donc, si souvent ça peut au niveau de l'enseignement professionnel, ça peut arriver qu'on crée une filière qui n'a pas qui n'est pas reconnue au niveau de l'enseignement public. Et ça, il faut une dérogation, il faut une autorisation des autorités pour que cette filière-là soit créée. Ça, c'est au niveau de la formation professionnelle. Donc, il faut aussi, par nature, avoir au niveau des collectivités, avoir un avis motivé. Après tout, les démarches arrivent, avoir un avis motivé des collectivités en second service et aussi un avis de salubrité aussi des collectivités. Voilà, sous le contrôle de M. Boulgassim, quelques éléments de preuve qui démontrent qu'un établissement d'enseignement privé est vraiment fonctionnel. Maintenant, pour revenir à votre question, oui, je crois, je l'ai dit, il faut très honnêtement qu'on évite les sensationnels dans ce pays.
Et je crois que quand on accuse les gens, il faut d'abord, dans la plus grande discrétion, leur donner les éléments de preuve, en retour qu'eux aussi vous donnent les réponses. En ce moment, si les réponses sont contradictoires, vous pouvez peut-être aller à une communication. Oui. Mais je crois qu'on est allé trop vite en besogne. Je crois que ces pays-là, on aime trop les sensationnels. Il faut qu'on évite ça. Amadou, faut-il aller à la prise de mesures conservatoires, histoire de protéger d'éventuelles victimes de ces établissements non conformes? Oui, c'est-à-dire que d'abord je vais préciser à M. Touré, moi je ne suis pas contre le système éducatif privé. Je ne l'ai pas dit. Alors, bon, ce que vous savez, non, je ne l'ai pas dit. Voilà, donc j'ai précisé ça, je ne suis pas contre ça, mais je dis il faut bien encadrer. Oui. Il faut bien encadrer parce que il y va de l'avenir du pays. Ça dépasse tout entendement humain. Parce que le pays ne peut pas exister sans l'éducation. Et ça a toujours été comme ça dans tous les pays du monde. Il faut mettre du sérieux dans l'éducation, dans le système éducatif. Mais malheureusement, c'est que l'argent a pris le dessus. Oui. Carrément le dessus sur tout principe. Tous les principes sont foulés aux pieds à face de l'argent. Donc, j'ai dit, effectivement, il faut mettre, comme l'a dit, par rapport à votre question, j'ai dit, il faut effectivement être rigoureux dans l'application des textes. Des mesures conservatoires. Des mesures conservatoires doivent être prises pour fermer, en tout cas pour suspendre ces écoles-là, en attendant de tirer tout au clair. Parce que moi, vous savez, j'ai une sœur qui est mariée au Libéria. Oui. Là-bas, pour accéder à l'école publique, c'est tout un problème. Tellement l'État met du sérieux pour sécuriser les enfants. Au Mali, on fuit les publics pour les privés. Mais il y a un décalage sur le programme par rapport, effectivement. Ah bon? Oui. Le curricula est enseigné dans les écoles publiques, mais pas dans les écoles privées. Il est là, il peut peut-être expliquer. Moi, je ne comprends pas. Le curricula est dans les écoles publiques, mais il n'y a pas de curricula dans les écoles privées. Or, le curricula, c'est pour permettre à nos enfants d'apprendre dans nos langues maternelles. Que l'enfant ait la chance d'apprendre dans sa langue maternelle, ça lui donne beaucoup d'avantages par rapport à l'apprentissage. Mais dans les écoles privées, ça n'existe pas. Bon, moi je ne sais pas pourquoi. Bon, il y a tout ça, c'est parce que ça, c'est la faute de l'État lui-même. Oui. Parce que l'État même ne veille pas effectivement sur l'application de son propre programme dans tous les établissements publics et privés. Donc, il faut que les mesures conservatoires soient effectivement prises pour que l'avenir de notre pays soit préservé, parce que un pays avec une ressource humaine de mauvaise qualité ne peut pas penser pouvoir réussir un jour. D'accord. C'est pas possible. Monsieur Touré, est-ce qu'il n'est pas aussi du devoir de l'État de prendre des mesures conservatoires contre ces établissements non conformes dans ce contexte de rentrée scolaire? C'est pourquoi je disais tantôt que l'école est dans un cadre statutaire. Ça veut dire que tout est normé. Vous savez, les gens ont beau dire là, c'est parce qu'ils n'ont pas la maîtrise des textes. Selon la loi qui réglemente le secteur privé là, et son décret d'application là, précise toutes les conditions pour qu'une école soit créée, pour qu'une école puisse fonctionner. L'administration scolaire, le corps professoral, les dimensions des salles de classe, la cour, la salubrité, tout. Donc c'est un problème de principe et d'application. Donc en la matière, je vais dire à M. le maire là, que ce n'est pas du sensationnel. L'État est dans tout son droit à tout moment de sévir. Quand il y a des choses qui ne marchent pas, c'est constaté, automatiquement on s'en saisit et on le fait. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, ce qui retient l'attention des gens, ce sont ces orientations-là qui sont annoncées. Oui. Parce que ces établissements-là sont considérés comme susceptibles de recevoir des élèves de l'État. Justement. Donc c'est pourquoi maintenant, là, le dossier a pris cette allure. Oui. Sinon, par principe, ça doit faire partie des missions quotidiennes même du département de l'éducation. Oui. Un établissement, quand il suit la procédure légale, il ne peut pas être créé
avec des actes faux. Ce n'est pas possible. On est dans le cadre de la décentralisation. Le fondamental, là, premier et second cycle, ça relève de la municipalité. Le secondaire général, là, ça c'est le conseil des siècles. Et le technique professionnel, là maintenant, ça c'est le truc régional, le conseil régional. Mais la procédure, quand vous montez un dossier au niveau du fondamental, ça passe obligatoirement par le CAP avant d'arriver à l'académie. Mais quand vous ouvrez un truc maintenant au niveau du secondaire général technique professionnel, normalement le dossier c'est enregistré au niveau de l'académie, ensuite au niveau de la direction nationale, l'inspection au cabinet, et la finalité maintenant là, c'est au secrétariat général du gouvernement, où un numéro d'identification est donné unique. Et la publication est officielle dans le journal. Donc c'est pour dire que quand vous respectez cette procédure, il ne peut pas avoir d'acte faux. D'accord. Mais quand ça c'est violé maintenant, là, naturellement, et que le constat est fait, on dit que ces actes sont faux. D'accord. Sinon on a dit, personne ne peut exercer cette activité si préalablement tu n'as pas une autorisation de création et d'ouverture. D'accord. Donc ça veut dire que si tu le fais sans ces actes-là, ou tu le fais avec des actes qui sont faux, tu dois t'attendre à tout. Et la sanction là, ça moi je ne rentrerai pas dans ça parce que les juristes le savent, mais chaque promoteur le sait aussi parce que chaque promoteur fait un engagement écrit par rapport à la réglementation. Et quand on donne un acte, l'acte est donné à une personne. Et c'est cette personne-là qui est responsable devant l'autorité, etc. Donc c'est pour dire que c'est tellement sérieux ce qu'on est en train de dire aujourd'hui là, que nous-mêmes nous serons heureux de voir la poursuite de cette chose-là jusqu'à sa finalité. Parce que ça sera l'occasion maintenant d'extraire maintenant du vrai, du faux, etc. Et que les gens soient à l'aise. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, quand on parle du privé seulement, les gens sont irrités. Okay. Or, sans le privé aujourd'hui, il faut reconnaître que le système éducatif va prendre un mauvais coup. De la maternelle au supérieur aujourd'hui, le privé représente environ 52%. Imaginez un peu ce que ça veut dire. D'accord. Donc c'est pour dire qu'il y a la nécessité vraiment d'organiser ce secteur-là. Nous sommes acquis à ça, nous sommes d'accord. Et toute personne qui va œuvrer dans ce sens-là, nous allons le soutenir totalement. Ok. À en croire, M. Touré, est-ce qu'il y a lieu de faire un lien entre cette situation et les prochaines orientations pour les élèves du DF? Effectivement, c'est dans ce concept-là que je parle un peu de sensationnel. Et lui-même, il a reconnu que ça doit être un travail au quotidien. C'est pas l'approche des orientations. Une manière d'exclure certains établissements. Voilà, c'est là le côté sensationnel. Oui. Sinon, c'est un travail au quotidien. Il a reconnu de l'administration. C'est pas à la veille des orientations qu'on va faire de tels spectacles, nous donnant de tels spectacles. Ça doit être un travail au quotidien et de l'inspection générale et de l'éducation et aussi de la planification et des statistiques. C'est pas à la veille des orientations. Quand on parle de ça, c'est du sensationnel qu'on cherche. Sinon, ça devait être un travail au quotidien. Ces établissements, c'est sûr qu'ils ont eu à recevoir des élèves pendant des années. Oui. Mais aujourd'hui, parce qu'on parle de refondation, on parle de Maroukura, chacun veut se tirer la couverture. Et c'est ça le côté sensationnel. Voilà. On doit en vouloir au ministre d'avoir fait le job aussi? Non, pas du tout. C'est son travail. Oui. C'est son travail. La manière de communiquer surtout. Moi, je connais la façon de communiquer. J'ai dit tout simplement, le résultat, on devrait l'envoyer à l'association des établissements privés pour qu'eux aussi aient un droit de réponse, le débat, le contradictoire. Mais en ce moment, si les éléments sont contradictoires, ils peuvent préparer une conférence de presse. Mais il est parti comme ça. Le ministère est parti comme ça. C'est ce système que je condamne en fait. Okay. Voilà. Amadou, un mois après la rentrée officielle des classes, les admis au DF attendent toujours leur orientation. Absolument, absolument. Et je crois que c'est suite aux travaux d'orientation que cette situation a été décelée. Mais moi, je pense que la sanction doit être à deux niveaux. Oui. Parce que il faut sanctionner les écoles fautives, d'accord, mais il faut aussi sanctionner au niveau des DECAP, au niveau des académies. C'est tant qui sont impliqués. Non, ça ne peut pas ne pas se faire à leur insu, c'est pas possible. Il a parlé de faux documents. Oui, même les faux documents. Parce que les conseils pédagogiques sont tenus de vérifier, c'est-à-dire de contrôler les écoles. Oui. Passer au niveau des écoles permanemment.
pour savoir et pour vérifier comment est-ce que le programme est bien appliqué, en tout cas faire leur boulot. Ils sont là, ils sont payés pour ça au niveau des CAP. Donc, une école, dans cette situation, dans une circonscription éducative, forcément le DECAP doit être au courant. C'est pas possible qu'il ne soit pas au courant. S'il n'est pas au courant, ça veut dire qu'il n'est pas là pour son boulot. Donc la sanction doit commencer d'abord, la ministre doit commencer par sanctionner autour d'elle d'abord. Parce que c'est la faille de la responsabilité de ces agents qui crée ce genre de situation. Oui. Voilà. Donc moi je pense que la rigueur doit commencer d'abord dans la famille. Et ensuite, les fautifs, les autres fautifs. Maintenant, par rapport aux orientations, oui. Qui se fait toujours attendre. Oui. Il faut que cette situation soit tirée au clair. Vous savez, Barthélémy Togo avait commencé cette lutte-là. Il n'a pas fait 1 an à l'éducation. En son temps, il a privilégié d'abord les écoles publiques dans les orientations pour voir clair dans la situation. La même année, il a été débarqué. Parce que dans ça, il y a beaucoup d'affaires sombres dans cette histoire d'orientation. École non réglementée, ça veut dire que derrière ces écoles-là, il y a des gens qui sont tapis dans l'homme. Maintenant, il faut démasquer ces hommes-là. Ceux qui sont dans l'homme, il faut les démasquer. Il faut les sortir parce que même à leur niveau, ça doit être un combat parce que ça, c'est une concurrence déloyale. Il l'a rappelé lui-même. Oui, mais il ne l'a pas dit clairement. C'est une concurrence déloyale parce que vous payez toutes les taxes, normalement. Et vous recevez les élèves dans les mêmes conditions que ceux qui ne payent pas. Dans ces cas, c'est une concurrence déloyale que vous devrez dénoncer avant même ça, à mon avis. Les orientations des admis du DF se font toujours attendre, M. Touré. Comment expliquer cette lenteur? Les raisons sont multiples. Oui. Les raisons sont multiples. Peut-être il y a la densité du travail à faire, parce qu'il y a plusieurs critères qu'il faut dégager pour pouvoir faire ces orientations. Il y a des critères d'âge, il y a des critères de série, il y a des critères de formation, etc. Donc il y a cet aspect-là. Ce qu'on est en train de vivre là, ça c'est le dernier élément maintenant qui vient de jaillir. Sinon, habituellement, nous savons comment les orientations se passent. Oui. Normalement, à cette date, la publication est effective. Mais c'est pour dire que les gens ne doivent pas se faire du mauvais sang, parce que c'est des classes de première année ou des classes de 10e. Nous savons très bien que pour leur année scolaire, il y a 2 évaluations. Et déjà, après la 2e quinzaine du mois de mai, ils sont en pré-vacances. Donc, c'est pour dire que ça, c'est un problème d'aménagement qu'on peut faire au niveau du programme. Cette lanterne ne vous indigne pas? Pas du tout. Parce que nous savons ce que ça veut dire. Et pédagogiquement, nous savons très bien que ça ne joue pas sur le temps d'apprentissage et l'épuisement des programmes. Donc, ce n'est pas un souci majeur pour nous. Il s'agit de faire des aménagements au niveau du calendrier de l'année scolaire, les temps d'apprentissage. Ce que je vais dire, il n'y a pas de programme spécifique pour les privés. Nous sommes soumis au même programme, au même volume horaire, au même temps d'apprentissage que les écoles publiques. Il a quand même parlé de curricula. Non, ça c'est au niveau du fondamental. Ça c'est au niveau du fondamental. Et les difficultés là-bas, déjà, il en a touché. Ce qui est sûr, aujourd'hui, il y a un problème de personnel qui se pose au niveau de la tutelle, mais ça ne doit pas venir de moi. Parce que si c'est l'État doit se donner tous les moyens nécessaires pour pouvoir faire correctement sa part de responsabilité. Ces écoles-là, nous sommes d'accord qu'il y a une floraison d'écoles. Oui. C'est dû au fait que la réglementation ne s'applique pas avec toute sa rigueur. Sinon, sans quoi, s'il y a un cahier de charge, il y a un manuel de procédure et il y a une carte scolaire, on ne doit pas vivre toutes ces situations-là. Mais ça, c'est des choses qui n'existent pas jusqu'à aujourd'hui parce que ce n'est pas de façon formelle, officiellement sciée. C'est pour que vous voyez des établissements maintenant dans la même rue, dessous, etc. Donc il y a tout ça. Donc c'est pour dire que le privé aide l'État dans sa mission régalienne, l'accompagne. Mais le privé a une obligation de résultat. Et le privé est obligé
de respecter la réglementation dans toute sa rigueur. Si vous ne respectez pas, les services qui ont en charge maintenant de la sanction ont la liberté quand même de venir constater et de sanctionner. D'accord. Donc c'est pour dire que dans le cadre de la décentralisation, j'ai dit les différents paliers, donc chacun a un rôle à faire. Les académies ont leur rôle, les directions nationales ont leur rôle, le gendarme du système qui est l'inspection générale aussi a un rôle important. Donc voilà, c'est la somme de tout ça qui fait l'école. Okay. M. Yatra, ce retard dans l'orientation de nos devs est diversement commenté aussi par les Maliens. Oui, quel est votre regard? Effectivement, donc M. Touré l'a dit, effectivement, je ne pense pas que tant qu'il ne s'agit pas sur le programme de calendrier, je crois qu'il n'y a pas de fait à la maison pour le moment. Et c'est des critères qui sont en train d'appliquer par rapport aux orientations, non seulement les critères de zonage aussi. Et je crois que la priorité aussi a été donnée au système public. Tant que le système public n'a pas fait le plein, on ne va pas dans le secteur, on ne va pas orienter dans le secteur privé. Donc il y a tous ces critères-là, comme il a dit par rapport aux lycées, les plus jeunes, et les plus âgés aussi par rapport à leur scolarité, par rapport à la formation professionnelle. Je crois que c'est des critères qui sont en train d'appliquer, mais cet élément est venu avec les 450 établissements, oui. Et je crois que c'est ce qui a un peu retardé. Et je crois qu'un bon spécialiste nous a rassuré. Ça ne joue pas sur le programme, je crois que WTNC. Okay. Amadou, le niveau des élèves aussi est en question. Oui. Quel est votre commentaire? Bon, ça se passe de tout commentaire maintenant. Avant, les élèves maliens étaient une forme de référence en Afrique. En termes de qualité, aujourd'hui encore, les élèves maliens sont encore références. Mais en termes, franchement, je n'ose pas prononcer le mot parce que c'est ahurissant, franchement. Aujourd'hui, le niveau au Mali, on ne peut même pas qualifier. On ne peut même pas qualifier. Vous voyez, l'autre jour, le ministre de la Justice a décelé combien de faux diplômes? En 2013, le ministre de la fonction publique à l'époque, Mamadou Nambouri Traoré, avait lancé le combat pour moraliser, ne serait-ce que les diplômes, pour obliger les élèves et les étudiants à apprendre et à voler leurs propres ailes. Mais ce combat-là a été après la transition, ces gens-là ont gagné leur procès contre l'État. Ils ont été remis dans leurs droits. Oui. Bon, maintenant on encourage quoi? La médiocrité, tout simplement. Là, dans ces cas d'espèce, il ne s'agissait pas de faux diplômes. Oui, mais dans tous les cas, mélanger les uns, mélanger aux autres, ça donne quoi? Voilà, ça donne quoi? Donc tout simplement, pour dire tout simplement, le niveau au Mali aujourd'hui, vraiment, c'est inquiétant. D'accord. C'est très inquiétant et il faut qu'on réagisse. Il faut qu'on réagisse parce que nous sommes dans un monde de compétition. Compétition d'abord entre nous-mêmes, compétition entre pays de l'UEMOA, compétition entre pays de la CEDEAO, compétition au plan africain, au plan mondial. Bon, si on est mal formé, mais on va perdre à la compétition. Oui. Voilà. M. Touré, comment renverser cette tendance? Non, moi je ne suis pas aussi alarmé comme Amadou face à la situation, parce que je sais que mon pays ne fait pas exception à cette situation de baisse de niveau. Ça, c'est devenu un truc qui est mondial. Dans tous les pays, le constat est patent. Il y a une baisse de niveau réel au niveau des apprenants. Nous ne faisons pas exception aussi par rapport aux faux diplômes qui circulent. Ça existe dans tous les pays, etc. Mais chaque pays se donne les moyens quand même de circonscrire ces situations-là. Si l'État veut une bonne formation, une formation de qualité pour ses enfants, l'État se donne les moyens de cette formation. Quels moyens, par exemple? Mais l'encadrement là a un coût. L'encadrement a un coût. Aujourd'hui, là, quand vous regardez un peu, vous allez comprendre. C'est le nombre d'élèves qui a augmenté. Oui. Mais les moyens pour encadrer ce nombre-là n'a pas suivi.
Ça, c'est dérisoire. C'est dérisoire. Aujourd'hui, rares sont les établissements où vous trouvez des bibliothèques. Rares sont les établissements où vous trouvez des laboratoires, etc. Or, ces gens-là sont formés dans ce sens-là pour les études supérieures ou autres. Quelqu'un qui n'a jamais eu la chance de toucher à un microscope, vous l'envoyez maintenant à l'IPR de Katebou ou à l'école de médecine. C'est là-bas qu'il va faire la première découverte maintenant là, pour voir maintenant que voilà un microscope avec sa lentille et autres, etc. Il a des difficultés. Or, ça, c'est des choses qui existaient par le temps. Ça, c'est des moyens qu'il faut mettre. Ensuite, le corps professoral. Il faut qu'on recrute suffisamment d'anciens. Il faut qu'on recrute suffisamment d'anciens. Ça ne se sent pas à Mogo parce que ça, c'est la capitale où on pense que dans nos écoles, là, on a trop d'enseignants, même, souvent même désœuvrés. Mais il faut aller dans les localités de l'intérieur. Vous allez comprendre que le problème d'anciens se pose avec... Oui, mais est-ce que les écoles privées font des efforts à ce niveau? Nous, là, tu ne peux pas. J'ai dit que le privé a une obligation de résultat. Tu ne peux pas ouvrir un établissement et de ne pas avoir ton corps professionnel au complet. Parce que si tu ne le fais pas, là, ça va se sentir sur tes résultats. Et si ça se sent sur tes résultats, là, la sanction, ce n'est pas seulement l'État. La sanction, même ça, c'est les parents, même, en premier lieu. Un établissement qui encadre mal, les résultats sont mauvais, le niveau est au rabais. Qui va amener son enfant là-bas? Donc la compétition est très rude au niveau du privé. Donc c'est pour dire que les réalités ne sont pas pareilles. Parce qu'au niveau du public, c'est une autre forme de gestion. Mais chez nous, là, ça c'est une autre forme de gestion. Donc voilà. Donc c'est pour dire que honnêtement, dans cette histoire-là, nous sommes dans un pays où le système éducatif a connu beaucoup de mutations. Donc tout ça, ça joue aujourd'hui sur la qualité de notre enseignement. Donc maintenant, si on doit corriger ça, il faut qu'on se donne le temps et les moyens nécessaires pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Ce n'est pas d'une baguette magique qu'on peut réussir toutes ces opérations-là, etc. Mais je suis convaincu d'une chose. Avec cette transition, je pense que beaucoup de bonnes choses peuvent se faire. D'accord. Donc, je ne partage pas le sensationnel de mon frère. On n'est pas dans du sensationnel. On est devant des situations réelles, des constats avérés, et il faut s'assumer devant ça, parce que chacun sera jugé à travers ce résultat. Okay. Comment renverser cette tendance? La baisse du niveau des élèves. Bon, moi je n'impute pas ça aux élèves. Quand chaque année l'État organise depuis sous Alpha connaître le concours de bourse d'excellence, nos élèves qui partent à l'étranger, on a leurs échos et ils tiennent la corde. À ce niveau, je suis rassuré. C'est le problème en fait d'infrastructure surtout. Et c'est pour cela que la ministre de l'Éducation a lancé avec le concours du ministère des Finances sous l'impulsion du président de la transition la construction de 4000 classes et de 200 établissements. Je crois que le projet est bien avancé pour pouvoir corriger ces déséquilibres-là. Encore à Bamako, des élèves étudient à même le sol. Ça, je peux le témoigner en commune 4. Oui. C'est inadmissible. À l'intérieur, c'est pire encore. Et je crois aussi, M. Touré l'a dit, le corps professoral aussi doit se mettre à niveau. Et on n'a pas... Peut-être que je peux dire que 30 à 40% des enseignants ne sont pas des enseignants de profession. C'est des enseignants par défaut. Et je crois qu'il faut des véritables enseignants. Des enseignants du privé, hein? Non, moi je parle des enseignants d'une façon générale. Pourquoi du privé? Voilà, je ne catalogue pas, mais de façon générale. Voilà. Donc il faut vraiment des enseignants de métier. Des enseignants de métier qui ont l'amour de ce métier. L'enseignement, c'est une sacerdoce. Oui. Ce n'est pas donné à n'importe qui de pouvoir transmettre la connaissance. Et je crois qu'à ce niveau, on doit mettre encore le paquet. Pour mettre... écoles de formation de maîtres, monsieur. Oui, il y a des écoles de formation de maîtres. Oui. Ceux aussi qui sont chargés de former ces enseignants-là, il faut aussi les mettre à niveau. C'est une question de formation aussi. Et c'est là où au Mali aussi la formation professionnelle pêche aussi. Et c'est ça aussi le problème au Mali. Parce qu'on le sait, l'inadéquation de la formation professionnelle et les besoins prioritaires de l'économie, comme l'agriculture, l'élevage, la pêche, on n'a pas des écoles de centres de formation professionnelle qui sont orientées vers les secteurs prioritaires de l'économie et les secteurs porteurs d'emploi.
C'est là aussi tout le problème de la formation professionnelle au Mali. Et je crois qu'il y a vraiment du travail à faire pour qu'on puisse vraiment arriver à la satisfaction totale. Okay. Amadou, est-ce que vous avez constaté aussi peut-être un léger mieux dans l'ouverture des écoles qui étaient fermées dans certaines zones pour l'insécurité? Bon, ça, c'est normalement, effectivement, les écoles fermées au niveau à l'intérieur qui commencent à s'ouvrir, ça va forcément apporter du boom à ce niveau parce que ça fait des centaines d'enfants maliens qui ne partaient pas à l'école. Et les parents même avaient même des problèmes à rester à cause de la sécurité. Donc, le fait que petit à petit la sécurité commence à revenir et que les gens commencent à reprendre la vie avec une certaine confiance, les enfants retournent à l'école. Moi, je pense que c'est déjà un bon signe. Mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas une question de profession de foi. C'est-à-dire qu'il faut que des actes forts accompagnent ce retour-là dans les localités où l'insécurité a vraiment obligé les gens à partir. Il faut que l'État... mais l'État, c'est nous-mêmes. Oui. Voilà, l'État, c'est nous-mêmes. Moi, je pense que l'État, il faut que nous-mêmes, là, nous, citoyens maliens, qu'on ait confiance en nous-mêmes et qu'on se donne les moyens, nous-mêmes, de faire ce qu'on peut faire. Parce que personne ne va descendre pour venir faire quelque chose à notre place. Hein. On dit l'État, mais l'État, c'est qui? Finalement, c'est ce grand impersonnel-là qui circule dans la nature comme ça. Il faut qu'on sorte de ça. Oui. L'État, il faut personnifier l'État. L'État, c'est les représentants de l'État. C'est-à-dire que c'est nous qui désignons par le vote, par la nomination X ou Y à des postes pour nous représenter. Oui. Ces personnes-là, si elles fautaient, mais il faut les dénoncer avec la manière. Moi, je pense qu'il ne faut pas tourner l'État. Non, l'État, c'est une façon de ne pas assumer sa responsabilité. D'accord. Voilà, donc il faut dénoncer ceux qui gèrent bien et disons ceux qui gèrent mal. Et puis encourager ceux qui gèrent bien, parce que c'est notre avenir commun. D'accord. On ne peut pas, c'est notre impôt. Voilà, ceux qui gèrent là, ils ne gèrent pas avec leurs fonds privés. Ils gèrent avec l'État les fonds qu'on, nous, citoyens maliens, on met à leur disposition pour travailler en notre nom. Ce sont des serviteurs. Et non se servir. Puisqu'ils doivent nous servir, d'accord, donc on doit veiller à ce que ça se fasse très bien. D'accord. M. Touré, est-ce que votre organisation est aussi sensible à la situation de toutes ces écoles qui sont fermées à travers le Mali à cause de l'insécurité? Mais ça, c'est évident, c'est des enfants du pays. Donc, quand il y a des problèmes dans un pays, tout le monde doit être sensible à ça. Nous sommes entre enseignants. C'est parce qu'on n'est pas de l'autre côté de la barre. Nous ne sommes pas du public. C'est pourquoi on nous loge dans l'enceinte des écoles privées. Sinon, c'est les mêmes écoles de formation que nous avons suivies avec ceux qui sont dans le public. Donc, c'est pour dire simplement que quand il y a des situations comme ça malheureuses, ça fait très mal. Moi, j'ai bonne souvenance quand la première rébellion a éclaté, où il y a eu des déplacés. Les gens sont venus en grand nombre à Bamako. Oui. Le ministre nous a appelés. Il dit, qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'accompagner dans l'encadrement de ce flux de gens, d'élèves déplacés? Nous avons dit, nous ouvrons largement nos établissements à ces déplacés-là pour les encadrer. Et on les a encadrés gratuitement dans nos murs. Nous avons des établissements dans lesquels où on a même créé des internats pour les recevoir, où ils étaient logés, à la charge de ces promoteurs-là. Donc c'est pour dire que l'école, au-delà de la mission publique, il y a le caractère social de l'école. Mais aujourd'hui, l'étiquette qu'on colle aux écoles privées, c'est qu'ils sont là pour de l'argent. Oui, c'est le mercantilisme. C'est ce qu'on dit, mercantilisme ou autre, etc. Mais il faut être courageux pour être promoteur d'école privée. Ouvrir une école n'est pas une petite chose. Pour quelqu'un qui mesure la portée de sa mission, c'est qu'ouvrir une école, ce n'est pas une petite chose. Sauf qu'on a l'impression que tout aujourd'hui, ce que les gens voient, oui, c'est peut-être
les parents, l'argent qui est payé par les parents pour la formation de leurs enfants. C'est ce que les gens voient. Mais ce qu'on donne comme effort et ce qu'on fait comme rendement, depuis combien d'années vous avez constaté qu'il n'y a pas d'année blanche? C'est dû au fait que le privé est là. Sans le privé, le Mali allait connaître des années successives d'années blanches. Une année blanche pour un pays là. Personne ne doit souhaiter ça. Moi, j'ai connu la suspension quand j'étais au lycée, avant 80. Je sais ce que ça veut dire. Donc, c'est pour dire que notre combat, c'est de faire en sorte que tous les enfants puissent bénéficier d'une bonne formation et de mener l'année scolaire à terme pour aller aux différents examens. Ce qu'il a dit, c'est très exact. En termes de compétitivité, nos meilleurs qui sont là, qui sortent maintenant là, lors de concours d'excellence et autres là, mais c'est des gens qui vont faire la formation sans faute. Mais là-bas aussi, ce n'est pas encadré. Parce que 98% de ces enfants-là restent là-bas, ils ne viennent pas pour servir le pays. Or, c'est la bourse qui est donnée par le pays. Ce n'est pas une bourse qui a été offerte par un de ces pays-là. Donc, c'est pour dire que si on accepte l'excellence, c'est pour venir servir le pays après la formation. Mais si c'est pour encore mettre ça au service d'autres, je pense qu'il y a à comprendre cette histoire. Donc, c'est pour dire que présentement, le problème de l'école, il faut aller à une refondation réelle du système éducatif. Il y a quand même eu des états généraux sur l'éducation. Non, il y a eu plusieurs états généraux qui sont restés dans des tiroirs. Aujourd'hui, là, ils sont en bonne position quand même pour aller à une refondation réelle. D'accord. Et en mettant des garde-fous, des coulisses où personne ne peut violer désormais. D'accord. Ils ont cette possibilité-là. Et quand on ira à ça, je pense que ça va renforcer la réglementation qui est en place. Mais tant qu'on n'accepte pas de prendre le taureau par le corps, c'est toujours du réchauffer, c'est revenir à la case de départ, et c'est ce qui n'est pas grave. Un dernier mot avant de conclure. Nous prions tous pour le système éducatif malien. C'est l'avenir de nos enfants, c'est l'avenir du pays. Et je crois que, comme l'a dit M. Touré, il faut vraiment refonder le système éducatif pour que les enfants puissent bénéficier de ces avantages-là et que l'avenir du pays soit entre de bonnes mains. Mais souvent, je déplore souvent effectivement le côté mercantiliste des écoles privées. Souvent, quand je suis en ville, je vois de ces enfants-là, 5 ans, 6 ans, on les renvoie à 9 heures, après que les parents les aient déposés à l'école, et tu les vois tous seuls partir à la maison. Il m'est arrivé d'interpeller souvent un promoteur d'école par rapport à ça, de prendre la main de l'enfant, de partir, tu le gardes ici, de gré ou de force jusqu'à la descente en attendant que les parents. Beaucoup d'enfants sont en insécurité comme ça. Et j'interpelle aussi les promoteurs des écoles privées dans ce sens. Quand un enfant ne paye pas, gardez-le dans la cour pour la sécurité en attendant que les parents ne viennent le chercher, mais ne les renvoyez pas à la maison comme ça, seul, à travers la ville. Ça, c'est vraiment pas trop responsable à mon avis. C'est sur cette interpellation que prend fin ce numéro de votre émission Regard Croisé qui recevait comme invité M. Abdoul Kassoum Touré. Il est promoteur d'école et secrétaire général de l'AIPAM, Abdallah Yatara, conseiller communal, et M. Amadou Diallo, journaliste. Merci à vous de nous avoir suivis et à un autre numéro de votre émission Regard Croisé.